Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de ce jeudi 10 décembre 2020. Je suis particulièrement heureux de vous accompagner tout au long de cette émission. Comme vous le savez, on est le 10 décembre et qui dit 10 décembre dit Journée internationale des droits de l'homme. Donc on va s'attarder sur cette thématique ô combien importante et vous présenter une campagne de mobilisation que l'ONG Amnesty International réalise chaque année qui s'intitule 10 jours pour signer et qui vise à défendre des personnes de nationalités différentes dont les droits sont bafoués. L'occasion pour moi de vous présenter nos intervenants. Donc, Madame Cécile Caudriou, présidente d'Amnesty International France, qui nous fait aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous. Les étudiants et membres de national à l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord commencer par une première question à Madame Caudriou. Si vous pouviez nous expliquer en quelques mots et assez brièvement les actions que Amnesty International porte au quotidien. Alors, le quotidien d'Amnesty International, c'est effectivement de défendre l'ensemble des droits qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est une mission qui est extrêmement vaste parce que, au départ, la mission historique était plutôt axée sur liberté d'expression, la liberté fondamentale comme celle de manifester, c'est de pouvoir créer une association. Et puis progressivement, ça s'est élargi à l'ensemble des droits qu'on appelle civils et politiques, donc le droit à ne pas être torturé, à avoir un procès équitable, ces droits-là. Et puis encore après, en 2001, ça s'est élargi encore plus à l'ensemble des droits qu'on appelle économiques, sociaux et culturels. Par exemple, le droit à avoir un logement, le droit à vivre dans un environnement sain, l'accès à l'éducation. Donc tout cet ensemble en fait, de droits sont inscrits dans cette déclaration, mais aussi dans un droit international. Et au quotidien, eh bien, on se mobilise soit dans la rue, soit en ligne comme aujourd'hui, soit auprès des autorités avec des rendez-vous de plaidoyer, et puis aussi ce qu'on peut appeler la sensibilisation, l'éducation aux droits humains, dans des écoles, dans des facs, un peu partout, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Merci pour cette réponse brève et concise. Maintenant, on va plutôt parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir du coup la campagne des 10 jours pour signer qui a été initiée le 4 décembre 2020. Mais tout d'abord, quelle est en fait l'origine de cette campagne? Je vais donner la parole à Enina, membre de l'antenne jeune d'Amnesty International. Oui, alors du coup la campagne 10 jours pour signer, elle a une histoire toute particulière qui remonte au 10 décembre 2001, pardon, donc il y a tout juste 19 ans. Donc ça a commencé à Varsovie, en Pologne, où des militants d'Amnesty International, révoltés par les violations des droits humains à travers le monde entier, ont décidé de mener une action inédite. Donc pendant 24 heures, ils écrivent 2000 lettres en faveur d'hommes et de femmes en danger, comme ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui, et les envoie par la suite au gouvernement responsable de ces injustices. Donc l'événement va être repris aux quatre coins du monde et il se perpétue tous les ans à la date si symbolique de la Journée internationale des droits de l'homme depuis. Voilà. Merci. Mais du coup, quel est en fait l'objectif de mener une telle campagne pour Amnesty? Du coup, l'objectif de mener une telle campagne pour Amnesty, donc, c'est de visibiliser les personnes dont les droits sont bafoués, donc de les visibiliser et aussi d'interpeller les États et les acteurs économiques qui sont responsables de ces violations des droits humains, et aussi de montrer le soutien de la communauté, enfin de personnes qui sont lointaines peut-être aux personnes dont les droits sont bafoués, de leur montrer notre soutien. Et donc, ce soutien, il peut passer par plusieurs actions. Il peut y avoir des lettres, des pétitions, des actions de solidarité. Et donc, tout ça, c'est très important de montrer aux personnes qu'elles ne sont pas seules et que le monde se mobilise pour eux. Merci. Mais du coup, si je comprends bien, enfin, je comprends que c'est important de soutenir ces personnes à travers le monde, mais enfin, excusez si ça peut être une question assez naïve, mais en quoi en fait ma signature elle permet de faire avancer une cause? Enfin, je veux dire, moi, à ma propre échelle, je représente pas grand-chose, j'ai pas d'influence particulière. Donc en fait, je me dis que mon action individuelle, en fait, elle va avoir aucune répercussion. Qu'est-ce que vous pourriez répondre face à une telle question? Eh ben, détrompe-toi.
Comme l'a dit Michel, une lettre, une signature, un email, ça peut changer les choses. En fait, une pétition, ça représente énormément parce qu'elle donne plus de poids au travail de plaidoyer qu'Amnesty International fait auprès des autorités. Donc, si par exemple, vous allez faire une remise de pétition avec quelques centaines de milliers de signatures et non pas juste quelques centaines, on peut dire que les décideurs vont nous écouter beaucoup plus. Le nombre important de signatures, ça va permettre d'amener une problématique sur la table des dirigeants. Ça va permettre aussi d'ouvrir le débat et de remettre les preuves à l'origine de l'initiative. Mais ça va aussi permettre en fait de porter cette problématique à la connaissance de l'opinion publique. Il y a des prisonniers qui ont fait part de l'importance des signatures et plus généralement de l'action que les membres d'Amnesty International peuvent exercer sur les autorités, tant au niveau local, national ou international. Et c'est pour ça que l'opération 10 jours pour signer est importante, car on sait qu'elle a un réel impact. C'est une opération qui change des vies. En quelques minutes de votre temps, pour avoir un impact positif sur la vie d'une personne dont les droits humains sont bafoués, c'est en cela que vous pouvez changer les choses. Votre action individuelle est nécessaire, car cumulée à d'autres, le poids de l'action grandit. N'oubliez pas que l'union fait la force, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Merci. Donc, sans plus tarder, je vous propose maintenant de parler concrètement en fait, de la campagne. C'est-à-dire que cette année, vous défendez 11 personnes et je pense que ça serait assez pertinent si vous pouvez nous expliquer la situation de chacun d'entre eux. Donc, si je me réfère à votre site, la première personne se nomme Janie Silva. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport à son cas, s'il vous plaît? Oui, alors Gianni Silva, c'est une Colombienne qui risque sa vie parce qu'elle défend les droits de la forêt amazonienne, les droits des paysans et aussi la paix dans son pays. Donc en fait, Gianni Silva, elle a dénoncé les dégradations environnementales qui ont été faites notamment par des entreprises pétrolières et dans la région du Putumayo, qui est une région qui est très riche en ressources naturelles et qui est aussi une réserve, enfin, qui est un endroit réservé. Pardon. Et du coup, Gianni Silva, elle représente l'association ADISPA, qui représente 1700 paysans de la réserve de la Perla Amazonica. Et donc, c'est un territoire protégé. Voilà, c'était le mot que je cherchais avant, c'est un territoire protégé. Et cette association, elle lutte quotidiennement pour stopper l'extraction pétrolière des terres et la déforestation. Et elle lutte aussi contre l'accaparement des terres. Donc, cette zone, elle est très importante parce que la réserve de la Perla Amazonica, elle s'étend sur 22 000 hectares et elle est le lieu de vie de plus de 700 familles. Donc, Gianni Silva, elle a été persécutée, elle a dû fuir son domicile avec sa famille parce qu'elle a donc dénoncé les répercussions socio-économiques des activités pétrolières. Et aussi, puisqu'elle a dénoncé le fait que l'entreprise pétrolière Amerisur, elle a obtenu une licence pour construire un accès dans cette zone qui était 100% rurale et 100% protégée. Elle a donc obtenu une licence pour faire une route et les conséquences de cette route, elles ne se sont pas fait attendre et donc le 2 juillet, il y a eu un déversement de plus de 2000 litres d'hydrocarbures dans la rivière du Putumayo qui donc a conduit à une contamination généralisée de l'eau, à la mort de centaines d'animaux et à des intoxications aussi chez les personnes. Je vais laisser continuer Laura. Merci. Et Janie et ses collègues d'ADISPA ont intégré une mission de vérification de cet incident et sont arrivés à la conclusion qu'Amarisur ne répondait pas aux exigences et aux protocoles établis pour l'exploitation dans cette zone protégée. Pour avoir dénoncé les actes de l'entreprise pétrolière et lutté pour les droits de l'homme, Gianni Silva reçoit des menaces et dut fuir la zone dans laquelle elle habitait. Il est vrai que les zones riches en ressources naturelles attirent l'attention non seulement des grandes entreprises, mais aussi des groupes armés qui espèrent tirer un profit des activités liées à l'exploitation. Et Amnesty a appris que des groupes armés ont élaboré des plans visant à la réduire au silence et poursuivre avec les activités qui nuisent à l'environnement, mais qui sont très rentables.
La Colombie est un des pays les plus dangereux au monde pour les défenseurs des droits de l'homme. Plusieurs centaines d'entre eux ont été déjà assassinés depuis 2016 dans l'impunité presque totale. Le travail que fait Jani Silva et d'autres défenseurs de l'environnement est primordial pour préserver la richesse naturelle qui est présente dans des territoires comme le Putumayo, qu'il ne faut jamais oublier que sans l'eau, il n'y a pas de vie et sans vie, derrière veut les profits. Les habitants de cette région dépendent de la rivière de Putumayo et nous tous dépendons de la bien-être de la planète. Et nous pouvons l'aider en partageant cette histoire et en signant la pétition adressée au gouvernement colombien afin qu'il protège et prenne en compte les intérêts des paysans de Putumayo. La préservation de l'environnement nous concerne à tous et nous devons de protéger ceux qui se battent pour la défendre. Donc ici, l'objectif est de pointer du doigt la responsabilité du gouvernement colombien, mais aussi de pointer du doigt la responsabilité d'un acteur économique qui ici, en l'occurrence, c'est l'entreprise pétrolière Amerisur, et donc aussi d'arrêter de montrer les entreprises discréditent les défenseurs des droits de l'homme, des droits humains, et donc il est important de visibiliser Jani Silva pour stopper tout ça. Merci. Donc maintenant, on va passer au deuxième cas qui nous intéresse, en la personne de Germain Rukiki. Donc on change de continent puisque c'est un militant pour l'abolition de la torture emprisonné au Burundi. Qu'est-ce que cette personne représente pour Amnesty? Alors, c'est une personne qui est Germain Rukiki, j'avais du mal à le dire, qui est emprisonné injustement depuis 2017 au Burundi, donc c'est un tout petit pays en dessous le Rwanda, où la torture est devenue quasi systématique et de plus en plus cruelle. C'est une espèce de milice qui est sous-partie du gouvernement, qui n'a à se référer qu'au gouvernement, donc ils sont un peu tout puissants et ils ont recours systématiquement à la torture à toute personne qui est soupçonnée d'être opposant au pouvoir. Donc, il faisait effectivement partie de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, avec qui il militait pour l'abolition de la torture, du coup. Et il a été reconnu coupable de plusieurs accusations absurdes et vraiment sans fondement, allant de atteinte à la sûreté de l'État ou participation à un mouvement insurrectionnel. Et il a été condamné à 32 ans de prison. Donc le 17 juillet 2019, il y a une cour d'appel qui a confirmé la déclaration de culpabilité de Germain, mais le 30 juin 2020, la Cour suprême a invalidé la décision en appel et a ordonné qu'il soit rejugé équitablement. Donc il se trouve actuellement dans la prison de Ngozi, ce qui l'expose au risque de contracter le Covid-19 parce que c'est des conditions qui sont abominables. C'est une prison qui est surpeuplée avec des conditions d'hygiène qui sont déplorables. Il est effectivement obligé de partager une cellule avec 120 détenus et avec seulement 2 toilettes, donc c'est vraiment catastrophique. Donc depuis 2015, il y a de nombreux autres défenseurs des droits humains qui ont fui le Burundi, et celles et ceux qui sont restés ont été la cible de menaces et de représailles. Donc comme je l'ai dit précédemment, vraiment toute impunité, car c'est le gouvernement qui perpétue ces conditions-là. Donc Amnesty demande au président Ndayishimiye, qui est le président de la République du Burundi, de libérer Germain immédiatement et sans condition et de mettre fin au harcèlement et à l'emprisonnement des défenseurs des droits humains. Donc voilà. Merci. On va rester sur le même continent pour le troisième cas, puisqu'il s'agit de l'affaire Poppy et Bonkega, donc 2 étudiantes sud-africaines qui ont été assassinées. Oui, c'est ça, Basile, c'est 2 étudiantes sud-africaines à côté de Soweto. Et on profite donc de cette journée internationale des droits de l'homme pour rappeler que ça inclut aussi les femmes. Une femme sur 3 dans le monde, elle est ou elle sera victime de violences physiques et ou sexuelles. Et donc c'est une constatation, les femmes sont plus susceptibles d'être agressées, violentées, voire tuées à cause de leur genre. Donc si toute personne peut être victime de violences, on voit bien que les relations de pouvoir inégales et les profondes inégalités de genre, elles ont un impact disproportionné sur les femmes et les filles. L'ONU, elle a estimé quand même en 2017 le nombre de féminicides à 87 000 dans le monde. Et à ces violences quotidiennes s'ajoute le fléau de l'impunité.
parce que les gouvernements sont quand même très peu actifs pour protéger les victimes et punir les coupables. Et malheureusement, l'histoire de Poppy et Bongeka, elle est emblématique de cette problématique. Donc, comme tu l'as dit, Basile, c'est 2 jeunes sud-africaines à côté à Soweto, dans une ville d'Afrique du Sud, qui ont été retrouvées mortes, tuées par balle. Et en fait, actuellement, personne n'a été jugé, aucune condamnation n'a vu le jour non plus. Pourtant, il y a eu du sang qui a été retrouvé dans un taxi. Un chauffeur le chauffeur du taxi et un autre conducteur ont été retrouvés en possession de certaines de leurs affaires. Mais apparemment, le magistrat qui était en charge de l'affaire a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour inculper les chauffeurs. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas étonnant du tout, puisqu'on apprend que l'enquête de la police, elle a complètement été bâclée, il n'y a pas eu d'analyse sanguine, il y a eu très peu de recherches, très peu d'enquêtes. Donc, c'est encore un crime impuni et une cause entière complètement bafouée. Et on a choisi donc Poppy Bongeka comme représentante de toutes ces femmes victimes coincées dans le silence à qui on n'accorde aucune justice. Et il est important aussi de rappeler que c'est un problème mondial, mais l'Afrique du Sud est particulièrement concernée. Le même week-end où on a retrouvé Poppy et Bongeka, on a retrouvé 2 autres femmes à Soweto, dans la même ville. Et selon les statistiques officielles, une femme est tuée toutes les 3 heures en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un bilan désastreux. Et il faut vraiment que la mobilisation enfle et que le gouvernement vraiment lance un plan d'urgence contre les féminicides. Apparemment, il y en a un qui a été lancé l'année dernière, mais on n'a pas encore vu énormément de concrets effets. Et le problème, c'est que pour Poppy et Bongeka, il n'y a toujours pas eu de justice. Et pour la famille et leurs amis, l'attente n'a que trop duré. Donc la pétition, elle va permettre, en plus d'apporter un soutien à toute cette cause, d'interpeller directement le ministre de la Police d'Afrique du Sud et la procureure générale pour demander justice à Poppy et Bongeka. Je voudrais juste rajouter un petit mot parce que effectivement c'était important ce que tu as rappelé à propos du fait qu'on oublie parfois la moitié de la planète et que c'est l'une des raisons pour lesquelles Amnesty International a préféré utiliser l'expression droits humains en français, puisqu'en anglais évidemment on dit human rights, donc la différence s'entend pas, mais en France depuis très longtemps on dit droits de l'homme. En plus il y a la référence à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens depuis la Révolution, qui brouille un peu les pistes pour nous. Et donc, c'est très important de rappeler que même si l'autre déclaration, celle qui est universelle, et qui donc date de 1948, dit elle aussi Déclaration universelle des droits de l'homme, au moins là, on avait ajouté le mot universel. Et entre-temps, on avait quand même accordé le droit de vote à pas mal de femmes à travers le monde. Mais malgré tout, on trouve que c'est important, à travers ce mot droits humains plutôt que droits de l'homme, de rappeler à quel point non seulement les femmes sont plus souvent victimes de violations de droits que les hommes, mais en plus, on a tendance à les oublier dans l'expression, car même si homme devrait être avec un grand H pour les hommes et pour les femmes, dans la réalité, malheureusement, on oublie trop souvent les femmes. Donc c'est une façon, en fait, de mettre l'accent sur cette réalité. Je tenais à souligner à quel point j'avais apprécié cette précision. Je te laisse poursuivre, Basile. Merci. Du coup, pour nous avoir rappelé ce fait très important. Maintenant, on va même changer de continent et on va s'attarder sur un comédien birman qui a été emprisonné en raison de sa profession et de son art. Son nom, c'est Peng Piao-min et je vais laisser Léonie et Victor nous en parler. Alors, en fait, Peng Piao-min, il faisait partie d'un groupe de poètes nommé Peacock Generation. Et ils utilisaient un art Myanmar traditionnel, le Tangyat. Et en fait, ça utilise l'humour et la satire pour aborder les questions sociales et politiques. Et durant l'année 2019, dans les premiers mois de l'année, le groupe va avoir pas mal de représentations à travers tout le pays. Et ça va être également diffusé sur Internet et ça va avoir une certaine popularité. Et à cause de ça, parce qu'en fait, durant ces représentations, le groupe va se moquer des pouvoirs publics et notamment de l'armée. Et à cause de ça, en avril 2019, il y a des procédures judiciaires qui vont être déclenchées contre le groupe et contre son leader, donc qui est Peng Piao-min.
Et donc, ils vont être arrêtés, ils vont subir un harcèlement judiciaire, ils vont avoir une multiplication des procès avec un rythme épuisant et infernal. Et en fait, en plus, les condamnations vont s'additionner. Donc, en tout, Piang Pyong-min va être condamné au total à 6 ans de prison. Donc, pour incitation, c'est un délit qui sanctionne le fait d'encourager les membres des forces armées à manquer à leurs devoirs. Et pour diffamation en ligne. Et d'autres membres du groupe vont également être emprisonnés. Et à la suite de ça, en prison, Piang Byung-min a déclaré que même si l'armée affaiblit la transition démocratique du Myanmar, nous sommes certes en prison, mais cela ne nous dissuadera pas d'exprimer nos opinions. Et je vais laisser Léonie compléter sur la situation. Ok, donc en fait, il faut savoir que le cas de Peng Pyong-min, c'est pas du tout un cas isolé au Myanmar. Donc en fait, dans ce pays, l'armée a un pouvoir très important. Et malgré le fait que la Ligue nationale pour la démocratie, donc qui est le Parti démocratique national et la majorité parlementaire depuis 2015, l'armée, donc elle se réserve automatiquement 25% des sièges au Parlement. Et donc, elle a un pouvoir qui est très important et il y a une répression qui est menée notamment au niveau de la liberté d'expression, ce qui nous concerne dans ce cas-là. Donc, celle-ci est mise à mal au quotidien. Donc, il y a des milliers de journalistes qui sont emprisonnés parce qu'il y a de nombreux sujets tabous. Donc, on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement, on n'a pas le droit de critiquer ou de se moquer de l'armée. Et on n'a également pas le droit de critiquer les exactions qui ont été commises à l'encontre des Rohingyas. Donc, tous ces sujets tabous font qu'il est impossible d'exercer pleinement ses droits dans ce pays-là. Et donc, à travers cette pétition, Amnesty, elle s'adresse à la conseillère d'État du Myanmar et elle lui demande donc de libérer Peng Pyong-min et les membres de la troupe de Peacock Generation qui sont emprisonnés pour avoir donné ces spectacles. Et elle demande également de modifier ou d'abroger les lois qui restreignent la liberté d'expression et pour les rendre conformes donc, aux normes internationales en matière de droits humains. Merci. On va maintenant passer à un jeune manifestant chilien qui a été blessé par la police. Son nom, c'est Gustavo Gatica. Effectivement, il faut revenir sur ce qui se passe en ce moment au Chili, puisque des milliers de personnes ont été blessées lors de la violente répression des manifestations de 2019 à 2020 au Chili. Donc, c'est le cas notamment de Gustavo Gatica, un étudiant de 21 ans qui restera à jamais aveugle. Lors d'une manifestation contre la montée des inégalités, Gustavo Gatica a perdu la vue suite au tir d'une balle en caoutchouc par la police. Malgré une enquête, ceux qui ont autorisé l'attaque continuent de jouir d'une totale impunité. Et il a fallu attendre le 20 août dernier pour qu'un policier déjà connu pour sa violence soit enfin inculpé. Du coup, en fait, ce que Gustavo Gatica, il a dit, c'est que j'ai donné mes yeux pour que les peuples puissent ouvrir les siens. Donc, c'est très important d'agir sur cette pétition tous ensemble pour que ces crimes ne demeurent pas impunis.
il faut faire entendre la voix de Gustavo en signant sa pétition et dans laquelle on demande surtout que l'enquête sur l'affaire soit enfin conclue de façon exhaustive et impartiale. Et on demande aussi traduire en justice les fonctionnaires soupçonnés d'être responsables de ces violences policières. Et enfin, avec la pétition, on demande au gouvernement d'entreprendre une réforme globale de la police afin d'éviter que cela ne se reproduise pas. Donc, je pense que c'est une occasion très, très importante pour aider quelqu'un de ce continent aussi, qui représente tous les cas qui ont été victimes de violences policières au Chili pendant les manifestations. Merci. On va maintenant parler du cas de Nassima Al-Sada, une défenseuse des droits des femmes qui a été emprisonnée en Arabie Saoudite. Comme tu l'as dit, on va parler du cas de Nassima El-Sada qui a été injustement emprisonnée pour avoir milité en faveur du droit des femmes en Arabie Saoudite. Sa principale revendication, en fait, c'est l'abolition du système de tutelle masculine qui est misogyne et liberticide car il contraint chaque femme tout au long de sa vie à demander la permission à son tuteur, donc son père, jusqu'à son mariage, puis ensuite son mari, pour chaque décision, aussi anodine soit-elle, comme étudier, travailler, comment s'habiller ou tout simplement sortir dans la rue. Bien que quelques réformes aient été instaurées par le régime saoudien afin d'accorder davantage de droits aux femmes, comme celui de conduire ou de voyager, tous ceux et celles qui se sont battus pour mettre en place ces avancées ont été jetés en prison et torturés, et accusés d'atteinte à la morale et à l'ordre public. Le militantisme pourtant pacifique de Nassima Al-Sada lui a valu d'être incarcéré et placé l'isolement avec l'incapacité de voir ni son avocat ni ses proches. Nous pouvons venir en aide à Nassima Al-Sada en partageant son histoire et en signant cette pétition. Par son biais, nous demandons une libération immédiate et sans condition de Nassima Al-Sada et de tous les activistes détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Nous demandons aussi une suppression des lois qui limitent la liberté d'expression dans le royaume. Et nous demandons une abrogation du système de tutelle masculine qui consulte une violation des droits fondamentaux des femmes. Donc, agissons ensemble, rendons justice à Nassima. Merci. Le prochain cas, c'est Khaled Drarini, un journaliste algérien qui a été notamment arrêté suite aux manifestations qui avaient eu lieu contre le président Bouteflika en 2019. Alors effectivement, Khaled Drarini, un journaliste algérien très actif sur les réseaux sociaux et médias indépendants algériens, mais aussi correspondant de TV5 Monde et de l'ONG Reporters sans frontières. Cet homme de 40 ans incarnait la liberté d'information sur le Hirak en Algérie et s'est retrouvé arrêté le 28 mars après plusieurs convocations par la sécurité intérieure et puis condamné en appel à 2 ans d'emprisonnement pour incitation à attroupement non armés et atteinte à l'intégrité du territoire national. Donc, la sentence inédite par sa brutalité a surpris et choqué les journalistes, avocats, ONG en Algérie et au-delà. Convoqué et interpellé chez lui à 3 reprises par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui dépend de l'armée. Il s'est vu intimer l'ordre de mettre fin à ses activités et de s'abstenir de couvrir les manifestations comme les activités de l'opposition politique et associative. Donc, le 28 février, tandis qu'une manifestation s'ébranle en bas de chez lui, à Alger, il est arrêté à son arrivée sur les lieux. Inculpé, Khaled Drarini est relâché le 10 mars et placé sous contrôle judiciaire. Et puis le 27 mars, il est à nouveau arrêté et placé en détention provisoire. L'appareil judiciaire et les personnalités politiques du pouvoir ne cesseront d'employer comme angle d'attaque et de contester la qualité professionnelle de M. Drarini et qu'il n'a jamais été détenteur de la carte de presse professionnelle,
affirme le ministre même de communication Amar Belhimar, alors que ce dernier était son invité dans une émission sur une chaîne privée en 2016. Donc, or que aussi, aucun journaliste exerçant en Algérie n'est en possession d'une carte de presse valide. Et aussi, chose que M. Draghni n'a jamais accepté en quelque sorte en disant que je suis un journaliste depuis le premier jour et je continuerai à couvrir les manifestations, toutes les manifestations pacifiques auxquelles participent les citoyens. Donc, ajoutons aussi à cela d'autres accusations, à commencer par celle de collusion avec des ONG étrangères ou encore l'insinuation d'une collaboration, voire intelligence avec l'étranger est relayée depuis le sommet même de l'État, allant jusqu'à ce que M. Tebboune l'a ainsi qualifié d'un mouchard, car les services de sécurité reprochent aux journalistes d'avoir honoré une invitation dans une ambassade. Voilà. Aussi, l'arrivée du Covid n'a pas vraiment été en quelque sorte bénéfique pour le Hirak. Donc, celui-là où le pouvoir avait échoué en quelque sorte, et sont rentrés chez eux. En contrepartie, le pouvoir, lui, n'a pas respecté la trêve. Au contraire, elle a mis à profit pour raffiner la répression, cibler les arrestations et isoler les figures du Hirak, qui d'une certaine manière étaient protégés par les manifestants lorsque ceux-ci pouvaient se rassembler massivement dans les rues. Donc, la condamnation de M. Draghni illustre le vrai visage de ce régime algérien présenté par M. Tebboune et qui n'envisage pas de promesse de réforme et après avoir affirmé vouloir tenir compte du message transmis par la mobilisation de la société algérienne. Et de là, je laisse la parole à Adrien pour continuer. Merci. Oui, bonjour à tous. Oui, donc la situation de Khaled Draghni, elle fait écho à une situation plus globale qui est celle du recul de la liberté de la presse sur tous les continents. Donc là, on parlait de l'Algérie, mais en Europe aussi, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui est d'actualité, en France aussi. Donc voilà, ça fait malheureusement écho à un problème global. Et donc, c'est pour ça qu'il nous paraît vraiment très important de lutter contre ça, parce que la liberté de la presse, la pluralité des opinions, la protection des opinions de chacun, c'est vraiment la condition sine qua non d'une société ouverte, démocratique et qui fonctionne. Donc voilà, nous, à travers cette pétition, on invite tout le monde à voter cette pétition, mais également les autres, bien entendu, qui ont été présentés et qui vont être présentés. Et voilà, il ne faut pas oublier, comme ça a été dit également, que plus il y a de gens qui signent, plus l'impact sera fort. Et également, à travers cette pétition, on invite bien évidemment le gouvernement de M. Tebboune à relâcher M. Khaled Draghni et les autres journalistes qui sont en prison, parce que ce n'est pas le seul, bien évidemment. Et voilà ce qu'on voulait vous dire. Merci à tous. Au revoir. Non, tu vas rester encore un peu. Je vais rajouter un petit mot à ce sujet. Là aussi, je suis vraiment très heureuse que tu aies eu le réflexe de dire à quel point il fallait aussi voir au-delà du cas de Khaled Draghni, même si bien sûr on appelle à la solidarité envers cette personne en particulier pour signer et non pas voter, tu as dit voter, la pétition. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de montrer qu'à chaque fois, cette figure emblématique est vraiment représentative d'un problème beaucoup plus vaste, comme tu l'as dit. Et là, c'est le cas non seulement pour l'Algérie, mais aussi en Europe, et je dirais même dans d'autres pays, sur d'autres continents, puisque c'est vraiment un grand classique. Hein, on le retrouve en Iran, en Arabie Saoudite, en Égypte, cette manie de discréditer la personne qui défend les droits humains pour discréditer dans le même temps la cause qu'elle défend. Ça, c'est vraiment un grand classique de chercher par tous les moyens, sur les réseaux sociaux notamment, et aussi à travers les discours des autorités,
à faire en sorte que cette personne soit prise comme quelqu'un qui va trahir son pays, qui est un espion ou qui est quelqu'un qui renie les valeurs traditionnelles de son pays. Ce sont vraiment des grands classiques dans ces différents pays. Et dans le cas de l'Algérie, effectivement, c'est ajouté à cela le fait que certaines promesses avaient été faites et ce n'est pas exactement ce qui est tenu. Et cette personne, heureusement, Khaled Drareni, est quand même défendue de manière extrêmement forte par l'ensemble de la communauté des journalistes à travers le monde. C'était une vidéo récemment qui a été publiée qui montrait à quel point c'était vraiment les journalistes du monde entier qui se mobilisaient. Et donc j'ai envie de dire que ça, c'est un peu un contre-exemple par rapport à ce que nous faisons dans cette opération Les 10 jours pour signer, parce que bien souvent, volontairement, Amnesty International choisit de mettre en lumière des personnes qui sont plutôt dans l'ombre, justement, qui sont moins connues. Donc il y a des exceptions, puisqu'on a par exemple milité aussi pour Julian Assange ou Snowden, ou enfin, des gens qui sont très connus. Et je pense que Khaled Drareni le devient de plus en plus. Mais c'est important de vraiment faire les deux et de parfois défendre des personnes qui ne sont pas du tout connues. Et là, en l'occurrence, comme tu viens de le rappeler, Khaled Drareni est loin d'être le seul. Toutes les personnes qui ont voulu couvrir ces manifestations ou même y participer d'ailleurs pacifiquement à ce mouvement Irak sont arrêtées de manière complètement arbitraire. Et donc, il est important de se mobiliser pour la liberté d'expression, mais aussi de manifestation à travers cette pétition. Donc, je ne peux qu'appuyer ce message final de dire que plus on sera nombreux à signer et plus on aura de poids, bien évidemment, dans notre travail de plaidoyer auprès des autorités. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et puis on peut poursuivre. Avec une affaire qui s'appelle Les 3 jeunes du El Hibou 1 et qui va en fait nous mener en Europe et notamment à Malte où 3 jeunes qui ont traversé la Méditerranée risquent la prison à vie. Merci Basile. Donc, comme l'a dit Basile, on voulait attirer votre attention sur 3 jeunes qui sont surnommés les 3 jeunes d'El Hibou 1. Et à Malte, ces 3 migrants risquent la prison à vie. Et pourtant, ils n'ont absolument rien fait. Et donc, vous pouvez les aider en signant une pétition adressée au procureur de Malte. Alors, en quelques mots, voici leur histoire. En 2019, en fait, 108 migrants ont quitté l'enfer libyen pour essayer de rejoindre l'Europe. Et en mer, un navire les a sauvés du naufrage. Donc, le fameux navire El Hibou 1. Et les autorités européennes refusaient qu'ils accostent en Europe, mais les migrants ont protesté puisqu'ils ont été en fait effrayés à l'idée de devoir revenir en Libye où ils subissent des traitements cruels. Et donc à bord, les 3 jeunes hommes ont apporté leur aide en servant d'interprètes, mais surtout de médiateurs à l'équipage, entre l'équipage et les migrants. Et grâce à eux, le bateau accoste finalement à Malte. Mais dès leur arrivée, en fait, ils sont arrêtés, ils sont accusés d'avoir pris de force le contrôle du bateau et ils risquent maintenant la prison à vie. Voilà, et donc après avoir été emprisonnés pendant 7 mois, ils ont été relâchés il y a 1 an, mais ils sont encore sous liberté conditionnelle en attendant leur procès. Donc ça veut dire que tous les jours, ils doivent se présenter au commissariat pour prouver qu'ils n'ont pas quitté le territoire de Malte. Et donc comme a dit Laura, ils risquent toujours la prison à perpétuité s'ils sont reconnus coupables d'avoir aidé les migrants à ne pas retourner en Libye. En fait, le gouvernement de Malte utilise du coup en fait, ces 3 jeunes comme exemple pour dissuader d'autres personnes de résister au fait d'être ramenées en Libye. Sauf qu'on sait, en droit de la mer, un bateau a l'obligation de secourir une embarcation avec des personnes en difficulté, mais il a aussi l'obligation de les emmener en lieu sûr, en lieu sécurisé. Et clairement, la Libye, c'est tout sauf ça. On a vu une vidéo de migrants du navire El Hibou 1 qui ont témoigné qu'ils préféraient mourir dans l'eau que de retourner en Libye. Donc c'est très 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 grave. Et donc l'idée d'Amnesty International, c'était d'adresser une lettre au procureur de Malte pour abandonner les charges contre ces 3 jeunes. Et nous, on aimerait continuer l'aider en partageant cette lettre sur les réseaux sociaux pour obtenir les 50 000 signatures requises. Mais on le fait aussi pour démentir les rumeurs comme quoi ces 3 jeunes avaient pris de force le contrôle du bateau qui les a secourus et du fait que c'était des terroristes. C'est faux, il n'y a eu aucune arme, aucune menace, aucune prise de contrôle sur le bateau. C'était simplement des négociations. Donc pour nous, leur histoire, elle est importante et comme on le dit au début, chaque signature est importante. On peut les aider et on croit beaucoup au fait que plus on est nombreux à signer, plus cette pétition aura un impact. Et on voudrait aussi rajouter un petit point, cette situation, c'est aussi celle de nombreux autres migrants
qui fuient leur pays et tentent de traverser la mer Méditerranée pour arriver en Europe. Et en mer, beaucoup finalement ne survivent pas. Et quand ils survivent, quand un bateau cherche un port pour accoster en Europe, de nombreux pays en fait refusent d'ouvrir leurs portes à ces migrants. Et leur histoire, elle soulève aussi la problématique de la criminalisation des réfugiés, donc contre laquelle on souhaite lutter. Les migrants, ils sont trop souvent présentés comme des criminels et c'est un discours qui est très dangereux parce que ça accentue l'hostilité dans les pays d'accueil. Et ces trois jeunes ne sont pas des terroristes tels qu'ils sont présentés. Donc, on appelle le procureur de Malte à abandonner ces poursuites qui sont totalement infondées. Et voilà, il y a une semaine, on avait à peine une centaine de signatures pour leur pétition. Aujourd'hui, on en a presque 18 000. On trouve ça hyper encourageant et en fait, il faut continuer comme ça. Donc voilà, pour la situation des 3 jeunes du El Hiblo. Merci à toutes les deux. Maintenant, on va s'intéresser à une pétition qui a lieu pour soutenir le groupe Solidarité LGBTI+, donc c'est-à-dire des personnes qui sont jugées pour avoir organisé une marche des fiertés en Turquie. C'est ça. Donc, en fait, c'est une association de l'Université technique du Moyen-Orient qui a organisé chaque année depuis 2011 une marche des fiertés. L'année dernière, en mai 2019, l'université a interdit la marche et fait disperser un sit-in pacifique par la police qui avait été organisé du coup pour pallier à l'absence de la marche qui avait été interdite. Donc, les 2 responsables de l'association sont poursuivis en justice avec 16 autres étudiants et un professeur pour avoir pris part à un rassemblement illégal et refusé de se disperser. Donc, en juillet, un tribunal d'Ankara a reconnu que l'interdiction de la marche par l'université était illégale, mais le procès est toutefois toujours en cours et certains risquent jusque 3 ans de prison. Donc, plus globalement, ça fait 5 ans que la marche des fiertés est interdite par la municipalité sous couvert de maintien de l'ordre public. Et depuis 2017, il y a une interdiction générale des événements LGBT qui a été décrétée par le gouverneur de la capitale. Donc, l'homosexualité, elle est légale en Turquie, mais c'est un sujet qui reste super tabou et la communauté est régulièrement victime de harcèlement et d'agression. J'ai soulevé quelques points qui me semblaient importants. D'abord, l'AKP, donc le parti d'Erdogan, qui est au pouvoir depuis 2002, est ouvertement homophobe. Le porte-parole du gouvernement, par exemple, avait déjà marqué son refus que les personnes homosexuelles deviennent membres du parti. Globalement, il n'y a pas réellement de loi pour protéger les personnes LGBT des discriminations dans le pays. Les homosexuels et les bisexuels peuvent être déclarés inaptes par les médecins à faire le service militaire, donc qui est obligatoire lors de la visite médicale qui a lieu avant le service, sur décision du médecin ou de la personne, si l'un considère que l'orientation sexuelle peut causer des problèmes. Pour ça, ils doivent subir des examens avec, selon le médecin, parfois des questions très intimes, notamment sur les rapports sexuels, afin d'obtenir un certificat rose. Donc, Amnesty demande ici aux autorités turques, premièrement, d'acquitter les membres du groupe de solidarité qui sont poursuivis, en plus de mener une enquête approfondie, impartiale et efficace sur l'usage disproportionné de la force par la police lors de cette dispersion et de traduire les responsables en justice et plus globalement de respecter leurs obligations internationales en matière de droits humains, notamment celle de garantir la liberté d'expression et de réunion. Donc, au niveau des actions que vous pouvez mener, déjà signer cette pétition. Vous pouvez aussi interpeller les autorités responsables du pays par message. Donc, il y a le ministre de la Justice par lettre, mail ou Twitter, ou par les mêmes billets, le recteur de l'université ETU, du coup, ou témoigner votre soutien directement aux personnes poursuivies. Vous pouvez le faire par lettre à Amnesty International France ou directement en leur envoyant des messages sur les réseaux sociaux, notamment par des photos de soutien, vous pourriez les taguer ou des choses comme ça. Donc, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site. Il y a une petite fiche avec les contacts, du coup, pour agir. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une grande variété de possibilités. C'est le moment de rappeler qu'on parle beaucoup de pétitions. Évidemment, c'est un instrument
absolument essentiel pour appuyer le travail de plaidoyer, pour l'amplifier, mais il y a également ce soutien qui est apporté aux personnes victimes de violations qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que ça, tous les ans, on a des preuves à travers leurs propres messages de la différence que ça a pu faire, soit parce que ça peut les aider à poursuivre un combat. On parlait tout à l'heure de Jani Silva en Colombie. Eh bien, il y a eu plusieurs fois des défenseurs de l'environnement qui étaient persécutés et qui puisaient une énergie vraiment dans le fait qu'ils se sentaient soutenus, surtout quand c'est au niveau international, ça leur paraît complètement fou, mais on voit à quel point ça les galvanise énormément. Donc ça, c'est vraiment surtout à ne pas négliger, effectivement, soit d'afficher votre soutien en prenant une photo de vous-même avec un panneau, soit en mettant un message sur Twitter ou sur Facebook, soit effectivement, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux ou vous n'aimez pas ça, vous pouvez aussi les envoyer à Amnesty, car nous allons faire un recueil de tous ces messages de soutien et les envoyer nous-mêmes aux personnes concernées. Donc, je voulais insister là-dessus. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça va vraiment faire suite à ce que j'ai dit précédemment. Tout à l'heure, je parlais d'une forme d'instrumentalisation, de lutte contre le terrorisme, par exemple, ou pour la sécurité nationale, soi-disant, en cherchant à discréditer les défenseurs des droits humains. Eh bien là, on retrouve une autre forme d'instrumentalisation, cette fois-ci de valeurs pseudo-traditionnelles, voire religieuses. Et donc, c'est le cas de Erdogan, bien évidemment, en Turquie, mais c'est aussi la même chose qui se produit, par exemple, en Hongrie ou en Pologne actuellement, où on cherche à faire passer en fait l'Occident comme un Occident totalement dépravé et qui détourne des vraies valeurs, le peuple hongrois ou turc ou polonais en l'occurrence. Et donc, c'est vraiment très important pour les communautés locales, les communautés LGBT en l'occurrence locales. Ça peut être aussi le cas pour des communautés qui se battent contre les restrictions au droit à l'avortement. Dans tous ces cas-là, plus elles ont un soutien international, plus ça va aussi les aider, parce que sur le plan local, nous, on a du mal à le mesurer à quel point c'est très compliqué de militer pour elles. Et c'est pourquoi c'est important qu'elles aient un soutien de pays comme le nôtre, où ça reste quand même plus simple, même si ce n'est pas toujours idéal non plus aujourd'hui, notamment de manifester, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on a quand même davantage de chances de pouvoir s'exprimer, exprimer notre désaccord. Donc c'est pourquoi c'est important pour eux de savoir que des personnes de Paris, de Toulouse et d'ailleurs sont là, pensent à elles et appuient ce combat. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que parfois, on a aussi accompagné dans le sens propre du terme des marches des fiertés, comme on les appelle plutôt que Gay Pride en anglais, en étant justement avec une délégation d'Amnesty International sur place. Moi, je l'ai vécu par exemple à Bratislava, en Slovaquie. Je peux vous dire que c'était assez impressionnant de voir le déploiement de néo-nazis pour contrer justement une manifestation en faveur des droits des homosexuels et des personnes trans notamment. Donc là, effectivement, le fait qu'il y ait Amnesty qui soit présent avec les banderoles, que ça a été affiché auprès des autorités qu'on était là pour les soutenir, ça peut faire une différence, ça peut permettre de davantage soutenir les personnes qui, elles, prennent plus de risques que nous au quotidien. Donc voilà ce que je voulais dire encore en faveur de la solidarité internationale. Merci beaucoup pour la présentation, super claire. On peut poursuivre si tu veux, Basile. Merci pour toutes ces précisions. Maintenant, on va passer à l'affaire d'Idriss Khattak. Donc, c'est un chercheur détenu par les autorités du Pakistan. Et Anissa et Quentin vous vont présenter en quoi il est urgent de signer la pétition. Ouais. Alors avec Anissa, on aimerait vous parler du Pakistan. Donc, peut-être que vous avez entendu récemment dans l'actualité que ce pays faisait partie de ceux qui ont appelé au boycott des produits français sur fond de polémique autour des questions de laïcité. Eh bien, force est de reconnaître que les autorités pakistanaises sont beaucoup moins bavardes pour parler d'un phénomène inquiétant qui s'opère chez eux, celui des disparitions forcées. En 2019, une commission d'enquête rapportait le chiffre impressionnant de 2141 affaires non résolues. Et au-delà du terme affaire, on parle bien là d'individus qui sont enlevés et détenus de force dans le plus grand des secrets. Pour des raisons très diverses, ça peut être ethnique, religieuse ou encore même politique. Et donc, parmi ces personnes enlevées, on retrouve Idriss Khattak, qui enquêtait justement dans son pays sur ces disparitions pour Amnesty International. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il a disparu. Il a été enlevé le 13 novembre 2019 et on ne sait toujours pas où il se trouve. Et pire encore, entre donc, la date de son enlèvement et juin dernier, on ne savait même pas s'il était encore en vie. Et ce n'est que le travail acharné de ses filles Talia et Shumesa et celui d'Amnesty International que nous sommes parvenus à faire avouer aux autorités qu'elle le détenait. Et aujourd'hui, il est toujours emprisonné dans des conditions
que l'on ignore, et on est toujours inquiet de la santé de cet homme de 56 ans qui souffre de diabète, notamment vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle. Enfin, c'est assez inquiétant. Même si Talia a pu rencontrer son père en octobre dernier, et que tout semble, que tout porte à croire qu'il aille bien, nous craignons toutefois que cette visite, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu dans son lieu de détention habituel, ait été orchestrée en tout point. Les autorités pakistanaises affirment qu'il a été inculpé au titre de la loi relative au secret d'État, et dans cette logique, Idriss Ratak devrait être présenté devant un tribunal militaire où risque potentiellement la peine de mort. Je vais passer la parole à Anissa concernant les modes d'action qu'on peut prendre pour soutenir. Merci Quentin. Donc, on peut l'aider en partageant son histoire, donc principalement sur nos réseaux sociaux, et en signant la pétition qui sera adressée au gouvernement pakistanais afin qu'Idriss Ratak soit libéré. À moins que des chefs d'accusation crédibles puissent être tenus contre lui, auquel cas son affaire devra être portée devant un tribunal civil et où ses droits devront être respectés. N'hésitez pas à interpeller les autorités responsables au Pakistan, comme par exemple le Premier ministre Imran Khan, que ce soit par courrier, par mail ou sur ses réseaux sociaux. Témoignez de votre soutien auprès d'Idriss en lui envoyant des messages et des lettres. Il adore tout particulièrement la cuisine, le jardinage et la littérature russe. N'hésitez pas à soutenir ses filles en écrivant sur leur Twitter. Vous trouverez tous les détails sur le site d'Amnesty International, plus précisément sur la fiche d'action téléchargeable en ligne que Quentin va vous partager sur le chat. Et n'oubliez pas que soutenir Idriss, c'est au final soutenir toutes les personnes détenues arbitrairement dans le monde. Et enfin, c'est une année un peu particulière pour la campagne 10 jours pour signer, vu que normalement, d'habitude, Amnesty a l'habitude de défendre 10 cas. Et cette année, on en a 11. Et le dernier, c'est une médecin qui a une lanceuse d'alerte qui a été persécutée en Russie et qui s'appelle Tatiana Reva. Donc, Anis et Thomas vont nous présenter cette dernière affaire. Donc, effectivement, c'est un dernier cas qui est très d'actualité puisque ça concerne directement la crise du coronavirus. On a vu que dans plusieurs pays, cette crise-là a mis en lumière des fragilités des institutions publiques, des systèmes de santé et des lieux de soins, notamment le manque de moyens matériels et humains pour les soignants. Et comme souvent, dans les situations de crise, c'est une période qui s'est accompagnée de plusieurs atteintes pour les droits humains. Donc, c'est notamment le cas en Russie. On va aller là au sud de la Russie, dans la ville de Kalach-sur-le-Don, l'unité de soins intensifs de l'hôpital de cette ville-là, où le personnel soignant subit depuis le début de la crise une pénurie d'équipements et de protection individuelle. Donc, parmi ce personnel-là, il y a une médecin, Tatiana Reva, qui décide de dénoncer ce manque de moyens. Dès le début de la crise, donc en début mars, elle va faire part de ses inquiétudes à un syndicat indépendant de médecins, l'Alliance des médecins, et elle va enregistrer une vidéo où elle va décrire, expliquer les problèmes rencontrés par le personnel soignant dans cet hôpital. Et seulement pour avoir fait ça, elle va subir une série de pressions et de persécutions qui sont inacceptables, déjà de la part de l'hôpital où elle travaille, qui, au lieu de répondre à ces demandes qui sont parfaitement légitimes, va engager des procédures disciplinaires contre Tatiana, donc notamment des blâmes, des sanctions. Tatiana va essayer de porter plainte contre l'hôpital, mais sa plainte va être rejetée le 23 juillet. Et en plus de tout ça, elle va être accusée de diffamation et aujourd'hui, elle fait l'objet d'une enquête préliminaire de la police. Alors, pour résumer, Tatiana Reva, c'était une médecin qui est vraiment en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Donc, c'est quelqu'un qui a pris des risques elle-même pour sa santé, comme beaucoup de soignants, qui a pu sans doute sauver des vies et qui est une lanceuse d'alerte en fait, puisqu'elle met la lumière sur un problème qui est réel pour le personnel soignant, pour les patients en eux-mêmes, pour le pays de manière générale en fait. Et simplement pour avoir demandé de meilleures conditions pour elle et pour ses collègues pour pouvoir faire son travail,
elle risque aujourd'hui de perdre son travail et de subir des sanctions pénales injustifiées. Nous, ce qu'on dit, c'est que Tatiana Reva ne doit pas être menacée, elle doit être protégée. En tant que lanceuse d'alerte, en tant que soignante qui lutte contre le coronavirus et en tant que citoyenne qui use de son droit à la liberté d'expression notamment. Et donc, je vais donner la parole à Thomas pour vous expliquer ce que vous pouvez faire pour l'aider aussi. Oui, alors vous pouvez nous aider à soutenir Tatiana Reva et à la protéger et à faire en sorte qu'elle obtienne justice en mettant fin aux accusations de diffamation et aux pressions dont elle fait l'objet. Alors, premièrement, en signant la pétition sur le site amnesty.fr qui est adressée au ministre de la Santé russe et qui demande justement à mettre fin aux représailles que subit Tatiana Reva, mais aussi pour que l'ensemble des personnels soignants puissent exercer leur métier en toute sécurité et sans faire l'objet de pression. Vous pouvez également interpeller l'ambassade de Russie et l'ambassade de Fédération de Russie en France à Paris. On va vous mettre le courrier, l'adresse électronique de courrier et les numéros de téléphone si vous voulez appeler. Et enfin, vous pouvez aussi exprimer votre soutien à Tatiana Reva en lui envoyant des lettres, des dessins, des cartes postales. Tout ça à l'adresse du siège d'Amnesty, qu'on va aussi vous mettre en lien dans la discussion. Donc voilà, merci. Merci à tout le monde pour ces présentations, pour nous avoir montré quelle était l'action que portait Amnesty à travers cette campagne pour défendre les droits humains qui sont bafoués. Peut-être on peut mener un petit débat, avoir des interactions avec les personnes qui nous ont rejointes. Moi, j'aimerais bien vous poser une question, en fait. C'est que l'interrogation, en fait, la première qui me vient, c'est que j'ai le sentiment qu'Amnesty International, en fait, au-delà de soutenir en fait un individu particulier, c'est assez maladroit, donc il faut mettre des guillemets, mais se sert en fait de cette personne comme vitrine des droits dans un pays spécifique et essaye en fait à travers une personne d'alerter la communauté internationale et l'opinion publique. Si vous me le permettez, je veux bien y répondre. Amnesty International, c'est vrai qu'en fait, elle choisit un cas vraiment emblématique qui va pouvoir représenter la cause au service de cette cause. Mais au-delà de ça, il y a un réel soutien personnel et individuel. Et d'ailleurs, je pense que ça a été bien démontré par tous les exposés sur les 11 personnes qui font l'objet de 10 jours pour signer cette année. On interpelle, on demande une pétition, mais on interpelle aussi pour soutenir directement la personne. Anis et Thomas, là, ils viennent de donner même une adresse à laquelle on peut envoyer directement des cartes ou d'autres objets de soutien à Tatiana. Avec l'exemple aussi de Poppy et Bongeka, on cherche à rouvrir l'enquête pour leur apporter, pour vraiment leur rendre justice. Et en fait, c'est sûr que c'est important parce que si on servait juste du soutien pour... le problème, c'est que ces causes, elles représentent un phénomène qui est généralisé, enfin pas forcément généralisé, mais qui est plus grand que ça, qui peut être plus global. Et si on s'arrête juste aux personnes qui sont visées pour nos pétitions, ça ne pourra pas aller plus loin. Le but de la démarche, c'est de sensibiliser sur toute la cause à travers ces personnes-là. C'est le choix d'une image, d'une représentation pour vraiment sensibiliser à une cause plus grande. Et il y a eu d'autres exemples aussi avec les disparitions forcées. Idriss, c'est un bon exemple. Il se bat pour contre le fléau des disparitions forcées et il finit par lui-même disparaître. Donc lui, c'est encore, c'est aussi, bon, c'est tristement ironique, mais ça représente encore plus le phénomène. On va choisir cette personne-là en particulier qui est un défenseur des droits de l'homme et qui s'est fait enlever comme les autres personnes qui voulaient sauver.
Et à travers ça, en fait, on peut dénoncer toute la violation. Et c'est plus que se servir, c'est vraiment utiliser des personnes, enfin pas utiliser des personnes, mais choisir des personnes bien précises pour pouvoir montrer toute la cause. Oui, donc je voudrais dire qu'il est important de souligner aussi que les personnes qui sont mises en lumière sont des personnes qui ont accepté. Hein. À chaque fois qu'il y a une opération 10 jours pour signer, donc c'est tous les ans, en effet, nous avons d'abord effectué une recherche sur leur cas, nous avons pu le vérifier. Ça, c'est quand même aussi la marque de fabrique d'Amnesty International, de n'agir que sur la base de sa propre recherche. Et donc, ce sont toujours des affaires qui ont été étudiées dans le détail avant. Mais la seconde condition sine qua non, vraiment, c'est qu'il y ait un accord de la personne. Donc, ça peut paraître bizarre, mais parfois, dans certaines situations, les personnes pensent que ça pourrait être contre-productif et donc nous demandent expressément de ne pas agir, en tout cas de ne pas le faire de manière publique. Dans ce cas-là, on peut faire un plaidoyer de manière un petit peu plus discrète parfois. Donc, dans les 10 jours pour signer, il y a tout ce que tu viens de dire très bien, à savoir le caractère emblématique, et on espère que ça aura un effet au-delà de la personne elle-même, mais on ne pourrait jamais utiliser le terme effectivement d'utiliser ou de se servir dans la mesure où c'est la personne elle-même qui admet et qui pense que son propre cas pourra servir, là pour le coup, la cause et pourra servir à d'autres personnes par un effet en fait, de domino, si vous voulez. Donc, ce sont vraiment plusieurs éléments à prendre en considération quand on découvre Amnesty. C'est d'une part ce diptyque, si j'ose dire, entre action, mais qui vient toujours d'une recherche, et puis aussi le fait que les personnes participent quelque part quand elles sont concernées. D'une part, on cherche à leur donner la parole quand c'est possible, quand elles ne sont pas au fond de leur prison. Parfois, elles ont la parole après coup, quand on a pu les faire libérer, comme c'est le cas du jeune Moses, le jeune Nigérian, qui aujourd'hui fait des vidéos justement régulièrement pour nous, pour la cause des droits humains, parce qu'il ne saura jamais assez nous remercier de lui avoir évité la peine de mort et d'avoir fait cesser la torture dont il était victime. Donc c'est aussi une espèce de cercle vertueux qui peut se créer grâce au fait qu'on ait établi un lien avec des personnes qui ont accepté ce lien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question ou faire un commentaire là-dessus ou sur autre chose d'ailleurs? Je voulais faire un petit commentaire, moi aussi, par rapport à ta question, Basile. Parce qu'effectivement, on peut voir les choses de cette manière-là, mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier que, avant tout, la première mission, enfin, une des missions principales, c'est de mobiliser le plus de monde possible. Et moi, je pense que pour mobiliser, eh ben, la meilleure manière de toucher les personnes, c'est de leur donner du concret, c'est de les faire ressentir un petit peu comme on peut en allant au plus proche de la réalité de la personne. Et du coup, voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Ça me paraît en fait fondamental de réussir à retranscrire ces situations le plus proche possible de la réalité, parce que c'est ça qui va derrière peut-être faire agir une personne, l'engager, parce qu'elle va se sentir, c'est presque organique, hein, elle va se sentir touchée, impactée. Voilà. Tout à fait juste. L'empathie, il n'y a pas de quoi en avoir honte. Au contraire, c'est un sentiment humain qui est la base de la solidarité internationale. Donc, c'est hyper important de mettre ça en avant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore pris la parole, peut-être parmi les auditeurs, qu'ils soient visibles ou pas, les participants qui aimeraient... Une question sur le chat de Benoît Bertou. Oui. La question à savoir s'il y a en fait beaucoup de demandes de ne pas agir et quelles seraient ces raisons, si c'est des questions de sécurité ou d'une mise en danger de la personne. Oui, effectivement, dans certains cas, on sait par exemple que au niveau géopolitique, finalement, certains pays ont plus d'effets de levier que d'autres et d'autres, au contraire, sont dans un tel rapport de tension justement avec le pays que ça pourrait devenir contre-productif. C'est pourquoi, dans certaines situations, d'un point de vue stratégique, il vaut mieux que, par exemple, la voix de la France soit justement pas celle qu'on met en avant. Et inversement, dans d'autres situations, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la question de la torture, mais je vais prendre l'exemple des droits qu'on appelle sexuels et reproductifs, donc tout ce qui est autour de la maternité, de l'avortement, la santé maternelle, etc. On avait mené une action au Burkina Faso
D'une part, c'était en lien avec les associations locales, donc on savait qu'on pouvait justement éviter ce risque d'apparaître comme les blancs, le sauveur de l'Afrique, enfin tout ce qui peut être complètement contre-productif, d'une part, et d'autre part, il y a vraiment un aspect bailleur de fonds, comme on dit. Donc d'un point de vue stratégique, la France est reconnue comme quelqu'un qui peut être écouté et vraiment influer sur les choix que peut faire un gouvernement, parce qu'il s'agit bien de choix et pas seulement de moyens financiers. Même un pays qui est plus pauvre a le devoir de donner assez d'argent dans son budget global, par exemple, pour avoir un accès à des hôpitaux, pour pouvoir accoucher dans des bonnes conditions, ou avoir accès à la contraception. Donc voilà un exemple. Et inversement, parfois, dans certaines situations là où c'est plus des cas classiques pour Amnesty, on va dire, de défenseurs des droits humains, qui sont justement accusés d'être en lien avec l'Occident et en particulier l'Amérique. Ça arrive beaucoup en Égypte, où on dit « Ah, bien sûr, ils sont en lien avec la CIA, ce sont en fait des espions à la solde de la CIA ». Donc là, ce n'est pas forcément l'Amérique qu'on va mettre en avant, parce qu'il y a une section Amnesty américaine, évidemment. Donc, ce n'est pas forcément eux qui seront en première ligne pour défendre cette personne. Voilà, c'est en cela que parfois, il faut avoir conscience que dans certaines situations, soit en raison du pays, soit en raison d'une étape dans l'avancée d'une affaire judiciaire ou autre, eh bien, ça peut être finalement intelligent de mettre un peu de retrait, quitte à remettre après un coup de pression. Et donc, c'est vraiment des affaires de stratégie qu'il faut prendre en considération, puisqu'on agit avant tout dans l'intérêt de la personne et pas pour se faire plaisir nous-mêmes, évidemment. Donc, c'est une excellente question, une question très stratégique pour le coup. J'ai oublié de préciser aussi pourquoi c'est 11 personnes, pourquoi c'est 10 personnes d'habitude. Parce qu'en fait, donc, comme je l'ai expliqué, on fait des recherches sur chacun de ces cas et on a en fait une sorte de portfolio, même si le mot n'est pas très joli, de centaines de situations sur lesquelles nous avons enquêté. Et donc, tous les ans, on sait qu'il y a un focus particulier qui est possible à travers cette mobilisation parce qu'elle est mondiale. Tout le monde en même temps fait ces 10 jours pour signer avec différents noms selon les pays. Et donc, on choisit des choses qui soient illustratives à la fois de la variété des situations géographiques, mais aussi la diversité des formes de violation. Et donc, on pense que le grand public qui vient vers Amnesty, qui a souvent une vision soit carrément fausse, soit en tout cas tronquée, va pouvoir, grâce à cette opération aussi, mieux connaître notre mouvement, mieux savoir ce que l'on fait. J'ai été super rapide dans l'intro sur le fait qu'il y avait quand même un nombre important de droits, 30 articles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. Ça représente un énorme travail et donc on ne peut pas tout faire à la fois. Et l'idée des 10 jours pour signer, c'est de mettre un coup de projecteur sur différents pays et différentes violations, différents violateurs aussi, ça peut être des États comme des entreprises, comme on l'a vu. Et ça permet vraiment, je l'espère en tout cas, que le grand public arrive mieux à comprendre ce que fait Amnesty International tout au long de l'année finalement, et pas que le 10 décembre. D'accord, merci pour toutes ces précisions. J'ai une autre question, ça serait en fait de savoir, puisque notamment Nina avait parlé du fait que la création de la campagne 10 jours pour signer datait de 2001 à Varsovie. Est-ce que vous avez des exemples en fait de réussite, enfin des exemples concrets de réussite en fait de cette campagne-là? Il y en a plein. Et d'ailleurs, Benoît, mon collègue qui a déjà participé, je me souviens en direct, parce qu'à l'époque, qu'on commence vraiment tous à regretter de plus en plus, où on pouvait être autrement que derrière un écran, n'est-ce pas? Tous les ans, on a des centaines d'événements locaux qui se passent à travers la France, et on en a un tous les ans à ce qu'on appelait Paris 13 maintenant, donc Sorbonne Paris Nord. Et je regrette que justement les étudiants que vous êtes n'ont pas pu cette année participer à ça parce qu'on dirait qu'on porte chance. Est-ce que c'était le chiffre 13 de Paris 13? J'en sais rien. Mais parmi les 10 cas, en général, on en choisissait 5 ou 6 pour être sûr d'avoir bien le temps de les expliquer. Parce qu'on parlait à des gens qui passaient sur le forum. Bon, bref, on prenait un peu moins de temps. Et régulièrement, on pouvait s'enorgueillir du fait que l'année suivante, les situations avaient bien changé pour ces personnes. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de Moses, le jeune Nigérian. Il y a également un journaliste marocain qui était accusé là aussi d'être un espion, d'être un traître, etc., alors qu'il avait simplement voulu dénoncer la corruption. Et on a réussi à le faire sortir de prison. Et donc, il y a bien souvent des situations où les personnes sont libérées grâce à nous, mais il y a eu aussi des situations qui se sont améliorées de manière encore plus vaste quand des lois ont changé.
comme par exemple justement dans le cas de l'accès au droit à la santé, en tout cas de meilleures conditions de santé. Et bien là, on a pu justement obtenir des promesses et des engagements concrets financiers, donc de la part du gouvernement burkinabé en l'occurrence. Et donc il y a plein de situations où soit c'est au niveau individuel qu'on a eu un résultat, soit c'est ce qui fait d'ailleurs souvent vraiment vibrer, c'est une émotion particulière d'avoir participé à la libération de quelqu'un, mais ça peut être aussi parfois parce qu'on a réussi à faire changer des lois ou à faire changer en tout cas un rapport de force, comme pour la peine de mort. On est arrivé à 2/3 des pays abolitionnistes, alors qu'il n'y en avait qu'un tiers quand on a commencé à travailler à travers le monde. Donc on voit que cet impact, on peut le valoriser tous les ans. Ça, c'est quand même super important de savoir que ça marche, pour mobiliser les gens, évidemment. Moi, madame, j'avais une question. Oui. Je suis là. En fait, je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que le fait de signer massivement une pétition mettait la pression au gouvernement pour qu'il réponde justement favorablement à l'objet de la pétition. Parce que j'ai du mal à faire le lien entre le fait de signer une pétition et le fait que l'autorité dont elle est destinataire va être amenée à répondre favorablement aux revendications qui ont été émises. Il y a plusieurs arguments à ça. Donc, le premier, on l'a déjà dit, c'est que c'est le nombre qui fait la force. Hein, selon la question consacrée, l'union fait la force. C'est sûr que quand on fait ce qu'on appelle une remise de pétition, c'est-à-dire une remise officielle aux autorités, parfois de manière physique, parfois par envoi postal, quand on l'a fait de manière physique, c'est assez impressionnant parce qu'on arrive avec nos cartons transparents remplis de pétitions, y compris de celles qu'on a imprimées parce qu'elles ont été signées en ligne. Donc, on additionne les deux. Celles qui ont été faites en papier, celles qui ont été faites en ligne. Et donc, on fait une remise officielle. Et c'est sûr que quand on va s'adresser à un dirigeant ou en tout cas un décideur, ça peut être aussi une entreprise, et qu'on lui dit 300 000 personnes ont signé, parfois plus d'1 million quand c'était le cas pour Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne que malheureusement, en toute honnêteté, je dois dire qu'on n'a encore pas réussi à faire libérer, mais on continue pour autant. Ça a toujours plus de poids au niveau du plaidoyer, parce que, évidemment, la pétition, ce sont des citoyens derrière, et quand c'est le site d'Amnesty, on sait qu'il est sérieux, et que donc on ne peut pas signer 2 fois. Et donc, c'est bien des personnes différentes qui, chaque fois, ont additionné leur signature. Et le second argument, c'est que malgré ce qu'on pourrait croire, même le pire des dirigeants, pour ne pas dire dictateurs, car c'est un mot qu'on n'emploie pas à Amnesty International, car il n'a pas de référence en droit international, disons quelqu'un qui ne respecte en rien les droits humains, veut toujours avoir un rôle sur la scène internationale quand même, quoi qu'il en dise. Même un Bachar al-Assad, même un Erdogan, même s'il monte ses muscles, qu'il élève la voix, même les Chinois, par exemple, on le voit bien, réagissent très très mal quand on les critique sur la scène internationale. Et cela, encore une fois, est amplifié par la voix des citoyens. Donc la voix d'une ONG, la société civile, elle n'en a que plus de force que lorsqu'elle est représentative. Si on dit qu'elle parle que pour elle-même, que c'est une petite bande comme ça qui s'est un peu agitée toute seule, ça ne servira pas à grand-chose. Alors que si on montre qu'on a vraiment une masse de personnes derrière nous, de tous les pays du monde de surcroît, évidemment que ça fait un petit peu plus bouger les lignes, même s'il faut reconnaître en toute humilité que ça ne marche pas à chaque fois, sinon on décevrait des attentes si on disait ça, mais ça marche suffisamment souvent pour donner envie aux gens de se mobiliser. D'accord. Peut-être que d'autres personnes qui ont aussi de l'expérience, qui ont eu des victoires, on en a d'autres en tête. Je vois qu'il y a des vidéos qui ont été mises dans la chatbox pour prouver que le cas de Moses était un bon exemple. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu. J'espère effectivement, comme tu dis, c'est éclairant parce que ça reste souvent un combat, malheureusement, qui peut paraître abstrait et lointain alors qu'il est beaucoup plus proche que beaucoup le croient du quotidien. Pour toutes les raisons que vous avez très bien expliquées, y compris parce que parfois, on se bat contre des violations qui ont lieu ailleurs, mais qui demain, voire aujourd'hui, commencent à se produire aussi dans notre pays. Peut-être que vous aimeriez revenir, vous, d'ailleurs, là-dessus. Je sais qu'on avait commencé à discuter du droit de manifester et certains d'entre vous avaient envie de faire le lien avec ça. Alors, je vous repasse la parole. On peut citer des cas des 10 jours pour signer de l'année dernière, donc 10 jours pour signer 2019, parce que je trouve que ça illustre bien l'efficacité directe de la mobilisation. Et notamment, puisqu'on parle de la question du droit à manifester, l'année dernière, on avait défendu Camille Hulot, qui était une observatrice de la Ligue des droits de l'homme, qui avait subi plusieurs pressions de la part de la police. Je pense 56 heures de garde à vue en tout,
qui avait été accusé et jugé pour rébellion et dissimulation de visage, et qui, dès janvier 2020, donc juste après notre mobilisation, avait été relaxé. Après, il y a plusieurs formes de victoire. Là, j'avais en tête, par exemple, Yassama Nariani. C'est Camille Allu. Hein. J'ai juste mis le lien parce que tu as dit Hulot à cause de Nicolas, j'imagine, qui est encore plus connu. C'est Camille Allu. Oui. Hein. Voilà. Si, Camille Allu. Je t'en prie. Mais tout le reste était parfaitement juste. J'avais aussi en tête Yassama Ariani, et là, je pense que je ne vais pas massacrer son nom, qui était une militante pour les droits des femmes en Iran, qui militait normalement contre la loi qui oblige les femmes à porter le voile. Et elle, très vite, on a vu des améliorations de situation très tôt dans la mobilisation, puisqu'elle était sous l'emprise des gardiens de la Révolution, qui étaient connus pour pratiquer notamment des actes de torture, des violences sexuelles sur les femmes prisonnières, et que donc très vite, elle a été transférée dans une prison pour femmes où elle n'était pas sujette à de mauvais traitements. Et plus récemment, sa peine de prison est passée de 16 ans à 9 ans, donc presque divisée par 2. Pour nous, ce n'est pas suffisant. On continue à demander sa libération immédiate. Mais ce qu'on voit, c'est que très vite, il y a des résultats et nous-mêmes, on est encouragés par ces résultats-là, que ce soit une amélioration au sein de la prison, le fait que quand les autorités voient que cette personne-là est soutenue, ces personnes-là seront moins victimes de mauvais traitements. Soit, par exemple, oui, comme dans ce cas-là, une réduction de peine. Et puis, dans l'idéal, c'est, par exemple, la libération, ce qu'on continue à demander. Ou, par exemple, quand un jeune au Soudan du Sud est condamné à mort alors qu'il est mineur, on obtient l'annulation de sa peine de mort. C'était le cas pour Magai Mathiop Ngang au Soudan du Sud, qui était aussi un cas de l'année dernière. Donc, il y a plusieurs types de victoires différentes, en fait. Il y a aussi José Adrián, qui était un jeune homme qui avait été victime de violences policières, et on peut appeler ça de la torture, dans ce cas précis au Mexique, et lui aussi, il est prêt d'obtenir justice. Et je pense qu'au départ, il n'y croyait pas forcément, hein, tellement c'est compliqué au Mexique d'obtenir justice. L'impunité est malheureusement une règle très souvent en général, et donc ça fait vraiment du bien pour ça. Alors, une autre question, je me demandais s'il n'était pas trop compliqué de sélectionner 10 cas, sur quels critères vous vous basiez? Oui, effectivement, c'est un crève-cœur de choisir. Heureusement qu'on continue toute l'année. Comme je le disais, il y a vraiment des critères géographiques. On cherche à être représentatif de l'ensemble des situations du monde parce qu'on se rend bien compte, notamment dans les médias, que certains pays sont totalement absents des médias. On n'en parle jamais, sauf peut-être quelques chaînes comme Arte, mais sinon, c'est vraiment des situations, on vient de parler par exemple de certains. Tout à l'heure, on a parlé du Burundi, mais qui parle du Burundi au quotidien à la télévision? Donc, il y a l'aspect diversité géographique, et puis aussi le fait qu'on espère qu'en mettant en avant ce cas-là, on va pouvoir avoir un impact sur d'autres autour. Donc, ce sont vraiment des critères pour les 10 jours pour signer, mais rassurez-vous, il y a également ce qu'on appelle des dossiers d'intervention. Et ce sont parfois des groupes locaux qui s'en emparent d'ailleurs, et parfois pendant des années, pour faire avancer justement, pas à pas, parfois, la situation d'autres personnes. Donc heureusement, on ne défend pas que 10 personnes par an. C'est vraiment un focus particulier pour être plus illustratif, mais c'est en fait, voilà, ce sont des exemples, mais c'est loin de se cantonner à cela.